Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 2 d'algèbre linéaire du sujet d'algèbre linéaire 2, année académique 2024-2025. Cet exercice est un classique en algèbre linéaire 2. On nous donne une matrice, on nous demande de déterminer le spectre de A de cette matrice, de déterminer les espaces propres de cette matrice, de trigonaliser A ou bien de diagonaliser A dans le cas possible, de donner la décomposée d'un fort de la matrice A, de calculer A à la puissance n, de calculer l'exponentielle de TA. Vraiment, c'est un classique en algèbre linéaire 2 et tout sujet d'algèbre linéaire 2 contient toujours un exercice de ce type. Dans cette vidéo, nous allons insister sur la méthode et on va survoler les aspects calculatoires. Donc, soit A, la matrice donnée en ligne par 4, 1, moins 1, moins 6, moins 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Premièrement, on nous demande de déterminer le spectre de A et les espaces propres de A. Donc, premièrement, on commence par déterminer le polynôme caractéristique de A. Et par définition, le polynôme caractéristique de A qu'on va noter xa de lambda, qui a de lambda, c'est le déterminant de A moins lambda identité. Donc on va calculer le déterminant de A moins lambda identité. Soit on fait une méthode pour on développe le déterminant suivant une ligne ou suivant une colonne, mais on va avoir des difficultés parce qu'on aura un polynôme de degré 3. C'est pas évident de factoriser un polynôme de degré 3 si on ne connaît pas une racine à l'avance. Des méthodes existent, mais on suppose qu'on ne connaît pas ces méthodes. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est soit on essaie de faire apparaître des facteurs communs sur une ligne ou bien sur une colonne. Donc, d'entrée de jeu, on décide de travailler soit avec les lignes, soit avec les colonnes. Moi, j'ai décidé de travailler avec les lignes et je vais utiliser la technique de pivot de Gauss. Donc, je fixe la ligne L1 comme ligne pivot et je vais remplacer les deux autres lignes par une combinaison linéaire entre ma ligne de pivot et la ligne L2 pour la ligne L2 et la ligne L3 pour la ligne L3. Donc je garde L1, L2 je remplace par 2, L1 plus L2, L3 je remplace par L1 moins L3. En faisant cela, je remarque que sur la deuxième ligne, je vais avoir un facteur commun qui est égal à 1 moins lambda, et sur la troisième ligne, je vais avoir un facteur commun qui est égal à 2 moins lambda ou bien moins 2 plus lambda. Donc, je peux factoriser sur la deuxième ligne, je factorise sur la deuxième ligne par 1 moins lambda et sur la deuxième ligne par 2 moins lambda. Et donc, maintenant je vois que mon déterminant est plus simple, et là je vais n'est-ce pas, développer le déterminant restant. Et je sais qu'il n'y aura pas de difficulté parce que si A de lambda, je veux dire, il n'y aura pas de difficulté pour factoriser, parce que si A de lambda, ça sera un polynôme de degré 3, j'ai déjà un facteur de degré 2 que j'ai fait sortir du déterminant, donc ce qui va rester, ça sera un polynôme de degré 1. Donc si je factorise par 1 moins lambda, facteur de 2 moins lambda, je développe le déterminant restant suivant la première ligne, donc j'ai ce calcul, après calcul, je trouve que si A de lambda, c'est lambda moins 1 le tout au carré, facteur de lambda moins 2. Et donc, on peut déterminer le spectre de A. Donc, le spectre de A, ça sera défini comme les valeurs qui vont annuler les racines du polynôme caractéristique. Donc, on voit que les deux valeurs qui annulent le polynôme caractéristique sont 1 et 2, 1 étant une valeur propre double. Donc, on a le spectre de A est égal à 1, 1, 2. Et donc, on va déterminer les sous-espaces propres. Le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1. Et par définition, si on prend un vecteur x de M3, 1, 2, R, et ce vecteur appartiendra au sous-espace propre associé à la valeur propre 1, si et seulement si AX est égal à x. Donc en développant, on a le système suivant, 4x plus y moins z égale à x, moins 6x moins y plus 2z égale à y, 2x plus y plus z égale à z. Donc si on regarde bien, on voit que la première équation et la deuxième équation sont les mêmes.
il suffit de multiplier la première équation par moins 2 pour avoir la deuxième équation. Donc le système se réduit avec deux équations. Et en simplifiant, en utilisant la troisième équation, en écrivant la troisième équation y égale à moins 2x et en remontant ce résultat sur la première équation, on peut trouver que z égale à 3x plus y, donc 3x moins 2x, c'est-à-dire x. Et donc, grand X, le vecteur grand X appartiendra au sous-espace, s'il appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre 1, il doit s'écrire de la forme x facteur de 1 moins 2, 1. On a déduit que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est égal à vecteur de 21, c'est-à-dire le sous-espace engendré par le vecteur 21 avec 21 est égal à 1 moins 2, 1 moins 2, 1. Donc, on fait la même procédure pour déterminer le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2. Donc, si on prend un vecteur de M3, 1 de R, ce vecteur appartiendra au sous-espace propre associé à la valeur propre 2 si et seulement si à x est égal à 2x. On développe, on résout le système et on trouve que grand X est égal à petit x facteur de 1 moins 2, 0 et on conclut que le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est égal à vecteur de V2 avec V2 est égal à 1 moins 2, 0. Encore une fois, on survole les aspects calculatoires, on va insister beaucoup plus sur la méthode. Et donc on conclut que la matrice A est trigonalisable parce que son polynôme caractéristique est scindé, on vient de le voir. Par contre, la matrice A n'est pas diagonalisable. Pourquoi? Parce que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est égale à 1, qui est différent de l'ordre de multiplicité de 1, qui est égal à 2. On a vu que 1 est une valeur propre double. Donc il fallait que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 soit de dimension 2 pour qu'on puisse conclure que la matrice est diagonalisable. Si on n'a pas ce résultat-là, donc A n'est pas diagonalisable. Quant à la deuxième question, on nous demande de trigonaliser A, c'est-à-dire de trouver une matrice triangulaire, T triangulaire supérieure et une matrice inversible P telle que A égale à PTP moins 1. Donc on va chercher un vecteur V3 tel que V1, V2, V3 forment une base de R3. Donc, et A21 est égal à 21, de toute façon V1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, AV2 est égal à 2V2, et AV3, ça doit être égal à A21 plus BV2 plus V3. Donc, si on prend AB égale à 0, 1, et on pose V3 égale à x, y, z, on va avoir l'équation numéro 3 va nous donner le système suivant, 4x plus y moins z égale à 1 plus x, moins 6x moins y plus 2z égale à moins 2 plus y, 2x plus y plus z égale à z. En résolvant ce système, on trouve que V3 doit être de la forme x facteur de 1 moins 2, 1 plus 0, 0 moins 1 pour x égale à 0. Et pour x égale à 0, on a V3 égale à 0, 0 moins 1. Donc il reste à vérifier si la famille V1, V2, V3 forme une base. Comme il s'agit d'une famille de 3 vecteurs dans R3, il suffit de regarder si la famille est libre. Donc il suffit de calculer le déterminant et de voir si le déterminant est nul ou pas. Si le déterminant est nul, la famille n'est pas libre. Et si le déterminant est différent de 0, la famille est libre. Donc si on calcule le déterminant de V1, V2, V3, en développant on trouve 0. Donc pas de bol, V1, V2, V3 ne forment pas une base. En réalité ici pour chercher le vecteur V3, il faut savoir qu'il aura toujours un vecteur de la base canonique qui va vérifier, qui va compléter V1, V2 en une base. Pourquoi? Parce que par l'absurde, si on suppose qu'il n'y a pas que V1, V2 est lié, V1, V2 sont liés à tous les vecteurs de la base canonique, ça voudrait dire que chaque vecteur de la base canonique peut s'écrire comme une combinaison linéaire de V1, V2. Ça voudrait dire que V1, V2 engendre tous les vecteurs de la base canonique. Mais la base canonique, c'est une famille générateur de R3, ça voudrait dire que V1, V2 engendre R3, ce qui est une contradiction, parce que je ne peux pas avoir deux vecteurs qui engendrent un espace vectoriel de dimension 3. Donc, mon hypothèse de départ était fausse, donc on conclut qu'il y aura toujours un vecteur de la base canonique qui complétera V1, V2 en une base. D'ailleurs, le vecteur qu'on a eu ici, V3 égale à 0, 0, moins 1, ce n'est rien d'autre que 0, 0, 1 multiplié par moins 1. Donc pour dire que pour faire des vérifications vite faites, on peut prendre les trois vecteurs de la base canonique et on la teste, on aura toujours un vecteur qui va compléter la base V1, V2, V3. Mais on va faire les calculs, on va encore prendre AB égale à 1, 0. Je dis cela pour éviter le fait de prendre un couple
AB qui ne fonctionne pas, prendre encore un autre couple AB qui ne fonctionne pas, prendre encore un troisième couple AB qui ne fonctionne pas. Pour éviter cela, il y a 3 candidats qui vérifieront toujours. Bon, ce n'est pas les 3 candidats qui vérifieront toujours, mais il y aura un de ces 3 candidats qui va toujours vérifier. Donc si on prend AB égale à 1, 0, maintenant le système, l'équation numéro 3 va s'écrire AV3 est égal à 1 fois V1 plus 0 fois 2 plus 1 V3, donc V1 plus V3. Et on aura le système suivant. Si on résout ce système, on trouve que x est égal à z, y est égal à 1 moins 2x, et z est un élément de R. Et donc V3 va s'écrire sera de la forme z moins 2z, z, 0, 1, 0. Et si on pose z égale à 0, on aura V3 égale à 0, 1, 0, qui est E2, qui est le deuxième vecteur de la base canonique de R3. Et donc on va vérifier si V1, V2, V3 forment une base. Donc on calcule le déterminant. Ici, on a de la chance, on trouve que le déterminant est égal à 1, différent de 0. Et donc, on peut poser P est égal à 1 moins 2, 1, 1 moins 2, 0, 0, 1, 0. La matrice formée des vecteurs colonnes V1, V2, V3. On sait que c'est une matrice inversible. Et on a la matrice T, qui sera la matrice de l'endomorphisme représenté par la matrice A, mais cette fois-ci exprimée dans la base V1, V2, V3. Donc, A21 est égal à 21, AV2 est égal à 2V2 et AV3, AV3 sera égal à 21 plus V3. Donc on va vérifier que A égale à PT P-1. Mais pour éviter de calculer P-1 pour le moment, c'est équivalent à vérifier que AP égale à PT. On sait déjà que P est inversible. Donc on calcule AP. Je vous laisse vérifier les calculs. Moi-même, je n'ai pas pu faire tous ces calculs, je les ai faits grâce à un logiciel de calcul. Donc, on calcule aussi PT. Heureusement, on a la même valeur, on trouve la même valeur. Donc, on a répondu à la question, on a trouvé une matrice P inversible et une matrice T triangulaire supérieure telle que A est égal à PT, P-1. Maintenant, on nous demande de déduire la décomposition de l'amphore de A. Bon, pour avoir la décomposition d'amphore de A, bon, dans la méthode générale, c'est de passer par les projecteurs spectraux. Mais ici, comme on nous a dit d'en déduire, c'est-à-dire on va utiliser ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, avant de déterminer la décomposition d'amphore de A, on peut déterminer d'abord la décomposition d'amphore de la matrice triangulaire et maintenant en déduire, n'est-ce pas, la décomposition d'amphore de la matrice A.